Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau chat du Club Gallia pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir François, sage-femme, qui revient puisque vous avez déjà reçu au mois d'août, voilà, pour répondre à toutes les questions qui n'auraient pas eu leur réponse au mois d'août sur la grossesse dans son ensemble. Voilà, tout à fait. Effectivement, c'est un grand nombre de questions qui ont été posées déjà en mois d'août, mais on a toujours des nouveautés et les mamans sont quand même se renouvellent aussi. Hein, aussi, ouais, on ne reste pas enceinte voilà, c'est ça. Non plus de 9 mois, donc il y a du turnover. Alors, nous représentez-vous rapidement pour ceux et celles qui ne vous connaîtraient pas encore, et ensuite on va répondre aux internautes qui sont nombreux déjà. Je suis François Griot, je suis sage-femme depuis maintenant 18 ans. J'ai 5 enfants, je crois que c'est aussi un point qui est important, et j'ai travaillé dans différentes maternités, ça va du niveau 1 au niveau 3, donc c'est des niveaux de prise en charge des nouveau-nés, on en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais donc voilà, j'ai un peu un éventail assez large d'exercices, et je suis toujours aussi passionné par la naissance, je trouve que c'est un moment magique l'accouchement quand même. Alors, moment magique... Pas forcément pour tout le monde. En tout cas, la grossesse, voilà, il y a pas mal de petites interrogations, de petites angoisses. Voilà, donc vous êtes là pour répondre à tout ça. Et pour rassurer les mamans. Alors, on va tout de suite répondre à une internaute, Saki, qui vous pose 3 questions. Alors, je vais vous les lire. Donc, sa première question, c'est « Mon bébé faisait 3,5 kg à une écho de contrôle le 16 janvier. Combien approximativement pèsera-t-il si je n'accouche pas avant mon terme prévu le 19 février ?» Donc, première question. La deuxième, on m'a parlé d'un déclenchement. Est-ce très long et très douloureux dans la plupart des cas? Et la troisième et dernière, le col peut-il se modifier sans contraction? Je suis à 40 semaines d'aménorrhée et 4 jours. Le col est fermé et tonique. D'accord. Donc effectivement, c'est intéressant. Il y a 3 questions très différentes les unes des autres. Voilà. Donc si on reprend la première sur le poids. Sur le poids, ce qui est important déjà à préciser à Saki, c'est que l'échographie, ce n'est pas une balance, quoi. Donc ça donne une estimation du poids à la naissance, mais on peut estimer qu'il y a une variabilité entre plus, alors il y en a qui disent 10 ou 15%, quoi. Donc ça fait plus le bébé est gros et plus la source d'erreur est importante. Là, 3,5 kg, je dirais, ça peut aller de 3,150 kg à 3,8 kg. Donc la question, c'était aussi sur la prise de poids. Sur le dernier mois, on considère que la prise de poids, elle est environ 200 grammes par semaine. En gros, 30 grammes par jour. C'est à peu près ça. Si ça permet de donner une idée. Donc là, si à l'estimation, une semaine avant, c'était à 3,5 kg, elle peut se dire qu'il peut faire jusqu'à 3,7 kg. Sa deuxième question, donc, c'était sur le... Est-ce qu'elle peut être... si elle est déclenchée, est-ce que c'est forcément plus long et forcément plus douloureux? Alors, dans les déclenchements, il faut voir qu'il y a plusieurs modes de déclenchement. Là, je sais qu'elle nous a dit que son col était fermé, tonique. Donc, effectivement, avant de lui donner des contractions, on va essayer de faire mûrir le col. Pour ça, on va certainement lui mettre un gel au niveau du col et puis permettre à ce que le col devienne plus souple et soit plus réceptif aux ocytocines qu'on lui donnera pour lui donner des contractions. Donc on peut travailler en 2 phases. Après, sur le fait que ce soit plus douloureux, c'est pas obligatoire, je dirais presque au contraire, parce qu'à partir du moment où on déclenche le travail, on sait que la maman va accoucher. Donc de ce fait-là, si la maman souhaite une péridurale, on a tendance à lui poser plus tôt qu'une maman pour laquelle on n'est pas vraiment sûr qu'elle est en travail. Oui. Donc on attendra qu'elle ait suffisamment de contractions pour lui mettre une péridurale. Alors que là, en l'occurrence, on sait qu'elle doit accoucher ce jour-là, donc on peut lui mettre la péridurale assez tôt. Et puis sur le fait que c'est plus long, là aussi, pas forcément, étant donné qu'on va lui donner des contractions, on va un peu plus monitorer, si je peux dire, son travail.
et en augmentant doucement la perfusion. C'est généralement comme ça qu'on fait. On donne des contractions et puis régulièrement, en fonction, on souhaite avoir une certaine régularité dans les contractions, on va augmenter un peu doucement la perfusion. Alors la dernière partie de la question, c'était est-ce que le col peut se dilater sans contraction? Alors, je dirais non. Après, elle peut ne pas se rendre compte qu'elle a des contractions. Mais le col, il ne se dilatera pas. Par contre, il peut mûrir, il peut un peu évoluer, devenir plus souple, parce que dans le travail et dans l'ouverture du col pour l'accouchement, il y a d'une part, effectivement, le fait qu'il va s'ouvrir, mais il y a aussi le fait qu'il va diminuer en longueur. Et ça, effectivement, ça peut se faire, même si elle a un petit peu des contractions qu'elle ne perçoit pas forcément. Ce n'est pas forcément qu'elle n'a pas de contractions. Peut-être qu'elle ne se rend pas compte qu'elle en a. D'accord. Alors, ça répond, je pense, aux questions de cet internaute. Donc, vous allez maintenant répondre à une autre personne. C'est Cassie. Alors, je suis à 15 jours du terme. J'ai une grossesse ponctuée de tous les maux, nausées, fatigue extrême, mal de dos, mal à l'estomac, sciatique, mal aux ligaments, côtes, etc. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'il sorte. Je ne supporte plus cette grossesse. Y a-t-il une chance qu'une sage-femme accepte de provoquer l'accouchement? Donc, on revient encore au déclenchement. Alors déjà, elle n'a pas de chance, cette oui, ça a l'air de se passer parce que c'est effectivement la grossesse, autant ça peut se passer très bien, autant ça peut être un peu plus difficile. Elle peut le demander. À côté de ça, c'est pas du tout sûr qu'une sage-femme ou un gynécologue accepte le déclenchement. Il faut quand même voir que quand on déclenche le travail, on va augmenter les risques de dystocie, du moins d'anomalie dans le travail et de se retrouver à avoir une césarienne. Et je trouve ça un peu dommage. Elle a déjà tenu, 39 semaines. C'est peut-être dommage de ne pas patienter les 2 dernières semaines, surtout peut-être que le travail va se mettre en route tout seul. Donc c'est ce que je lui souhaite. C'est difficile pour elle quand même ça, l'accouchement. Il faut espérer que ça va se mettre en route rapidement. Mais elle demande à sa sage-femme. Ce qu'elle ne nous précise pas du tout, c'est comment est son col. Donc si les conditions sont très favorables, effectivement, certaines fois, on va dire, ça s'appelle donner un petit coup de pouce, quoi. C'est pas vraiment déclencher le travail. On peut peut-être un peu favoriser si les conditions sont favorables. Si les conditions ne le sont pas, si comme la personne, la maman d'avant, elle a un col qui est tonique et fermé, c'est risqué de vouloir vraiment provoquer les choses s'il n'y a aucune raison médicale. D'accord, oui, c'est pas anodin. Non, c'est pas. Un déclenchement, c'est jamais anodin. Voilà, on fait pour de vraies raisons médicales en général, pas. Tout à fait. Pas pour la convenance. Voilà, même si c'est difficile à entendre quand on se sent vraiment mal, mais voilà. Donc qu'elle prenne son mal en patience, qu'elle essaie de trouver des méthodes naturelles pour se soulager. Voilà, tout à fait. Effectivement, il y a peut-être des choses qui permettront effectivement de déclencher le travail de manière plus naturelle, mais c'est pas forcément. Et qu'elle demande, moi je dirais quand même qu'elle demande à la sage-femme qui la suit si effectivement elle est d'accord. Qu'elle en parle là où elle doit accoucher. Voilà. Alors, une question maintenant de Ch'ti-Cocotte. Alors, 2 questions plus exactement. À combien de semaines d'aménorrhée peut-on considérer que le risque de fausse couche diminue, sachant qu'elle rentre dans la 9e semaine? Et 2e question, mon gynécologue me demande de choisir où et comment je veux accoucher, donc sage-femme ou obstétricien. Alors, elle m'a dit c'est ma première grossesse, je n'y connais rien. D'accord, donc déjà sur le risque de fausse couche. Alors c'est une angoisse de toutes les mamans, oui. C'est normal. J'ai envie de dire, chaque jour qui passe, le risque diminue. Alors classiquement, on dit que les risques de fausse couche sont durant le premier trimestre, oui. C'est-à-dire en gros jusqu'à 15 semaines d'aménorrhée. Mais effectivement, plus ça va, plus le risque vraiment est faible de fausse couche. Donc elle a 9 semaines d'aménorrhée. 9 semaines, déjà toutes les premières. Voilà, elle n'est pas complètement. Voilà, elle n'est pas totalement sortie de la zone à risque, mais à côté de ça, ce qu'il faut voir, c'est que dans ces fausses couches très précoces, la nature fait bien les choses. C'est que souvent, les fausses couches, c'est quoi? C'est que la nature élimine des embryons qui, de toute façon, n'étaient pas viables parce qu'il y avait une anomalie chromosomique importante. Voilà. Et ça, souvent, ça se fait relativement tôt. Il y a même des mamans qui ne savent pas qu'ils sont enceintes et qui font une fausse couche avant et qui croient avoir leurs règles, alors qu'en réalité, c'est une fausse couche, mais très, très précoce. Donc,
Donc une grossesse bien implantée à 9 semaines d'aménorrhée, bon. Elle peut être sereine, mais après, je dirais, on ne peut jamais éliminer le risque de la même manière que je ne pourrais jamais lui dire qu'elle ne va jamais être malade. Je ne peux pas non plus lui dire qu'elle ne fera jamais de fausse couche. Mais chaque jour, ça diminue. Oui, voilà. Il faut quand même aussi garder en mémoire que la majorité des grossesses se passent bien. Oui. Voilà. Il y en a effectivement. Et des accouchements aussi, et que la majorité des bébés vont bien. Donc il faut rester serein, s'étendre, ça va. Et donc, l'autre question sur le choix. Alors ça, c'est très personnel, le choix. Il y a des choses qu'il faut quand même prendre en compte, c'est le lieu de la maternité. L'établissement, pas choisir un lieu qui est trop loin. Alors, entre la sage-femme et l'obstétricien, souvent, quand les mamans accouchent avec l'obstétricien, c'est le plus souvent en clinique, c'est-à-dire en clinique privée. Et puis, elles accouchent plus souvent avec une sage-femme à l'hôpital. Il faut vous dire qu'il n'y a pas... Le geste est le même, qu'il soit fait par un obstétricien ou par une sage-femme. C'est vraiment... J'ai envie de dire, les sages-femmes font plus d'accouchements que les obstétriciens, étant donné que c'est leur métier au quotidien, elles font ça. Donc, elle peut être complètement sereine, et sachant que même si elle accouche à l'hôpital et qu'elle doit être accouchée par une sage-femme, si jamais il se passe quelque chose, la sage-femme appellera l'obstétricien si c'est nécessaire, à partir du moment où il y a une pathologie. Mais la sage-femme est tout à fait à même de prendre en charge, c'est son travail, de prendre en charge totalement le travail, donc elle peut être assurée. Après, je vous dis, le choix, c'est un peu compliqué. Il faut quand même voir entre le privé et le public, mais le privé, il y a quand même aussi une notion d'argent, c'est-à-dire que ça coûte quand même... il y a souvent des dépassements d'honoraires, ce n'est pas systématique, mais c'est quand même souvent. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Et après, il y a la distinction maternité niveau 1, niveau 2, niveau 3 qui n'est pas toujours évidente à comprendre. Voilà, alors c'est surtout qu'il faut comprendre que ces maternités niveau 1, 2 et 3, ça ne concerne pas l'accouchement, mais ça concerne la prise en charge du bébé après l'accouchement. Voilà, en cas d'éventuel souci. Voilà, donc une grossesse qui se passe bien, il n'y a pas de raison d'accoucher en niveau 3. Donc le niveau 1, c'est qu'il n'y a pas de service de néonatologie. Le niveau 3, c'est qu'il y a un service de réanimation néonatale. C'est la prise en charge la plus importante des nouveau-nés. Mais ça ne concerne pas ni le suivi de la grossesse, ni l'accouchement. L'accouchement comme le suivi de la grossesse seront exactement les mêmes dans un établissement comme dans l'autre. Donc s'il n'y a pas de facteur de risque identifié, le niveau 1 Le niveau 1 suffit tout à fait, il n'y a absolument pas de raison. Sachant également que si la maman est suivie dans une maternité de niveau 1 et qu'au cours de la grossesse, il se passe quelque chose, elle sera transférée de la même manière dans une maternité de niveau 2 ou de niveau 3 selon la nécessité. Qu'est-ce qui peut faire qu'on a besoin d'un niveau 2 ou 3 ? C'est grossesse gémellaire Pas forcément. Dans la grossesse gémellaire, on peut en suivre en niveau 1. Par contre, il y aura, je dirais tout bêtement, une menace d'accouchement prématuré. Si effectivement, alors selon à quel stade elle se situe... Parce que les grands prématurés sont pris en charge en niveau 3. Tout à fait. Et si c'est une prématurité un peu moins importante, ils peuvent être pris en charge dans une maternité niveau 2. Voilà, c'est un des cas. Après, il y a toutes les pathologies de la grossesse, que ce soit l'hypertension ou autre. Certaines fois, on peut être amené aussi à orienter la maman vers un niveau 3, qu'elle soit suivie pendant la grossesse dans un niveau 3, et que si la grossesse continue, évolue bien, on peut la retransférer dans sa maternité d'origine. D'accord, donc il faut bien se poser toutes ces questions, toutes ces questions avant de choisir. Voilà. Mais il y a aussi, j'insiste quand même sur ce côté de la proximité parce que c'est quand même important. Et le jour J, il ne faut pas avoir à faire 70 km pour aller dans la maternité parce qu'on pense qu'elle est mieux, quoi. Donc, non, c'est sûr. Et puis après, il faut aussi qu'elle voit, souvent les personnes qui suivent la grossesse, que ce soit les sages-femmes ou les gynécologues, sont souvent en lien avec un établissement. Donc il faut voir avec la personne qui la suit actuellement où est-ce qu'elle a plus l'habitude d'orienter ses patientes. Exactement. Alors, question de Amira. Alors, je suis tombée enceinte en septembre 2013 et quand j'ai fait le test de la toxoplasmose, il était positif. J'ai donc avorté. Je suis de nouveau enceinte depuis fin décembre. J'ai refait le test, il est encore positif, taux de 0,7. Est-ce que ça veut dire que je suis immunisée ? Alors, c'est surprenant qu'elle ait avorté parce qu'elle avait une sérologie positive.
Je pense que les cas d'avortement, c'est vraiment que si elle est en train de faire une toxoplasmose. La toxoplasmose, donc c'est une maladie qui est due à un parasite, donc le toxoplasme qu'on dit pour son nom. Cette maladie, donc on peut l'avoir, on ne l'attrape qu'une fois. Pour les personnes lambda, attraper la toxoplasmose, on ne s'en rend souvent pas compte, ça a des signes, on peut éventuellement avoir un petit syndrome grippal, mais qui passe comme ça un peu inaperçu, et ça n'a aucune importance. C'est pour ça qu'on fait une sérologie de la toxoplasmose pour savoir si effectivement on a déjà eu cette maladie ou pas. Si on a déjà eu la toxoplasmose, on ne fera pas de surveillance durant la grossesse, étant donné qu'on ne peut pas l'avoir une nouvelle fois. Donc on est tranquille, la maman n'a pas de risque. Par contre, si la maman n'a pas eu la toxoplasmose, le risque, il est si elle attrape la toxoplasmose pendant la grossesse. C'est certainement ce qui s'est passé. Alors je pense que c'est effectivement, elle devait être en train d'avoir une toxoplasmose, voilà, au tout début de sa grossesse. Donc là, maintenant, vu qu'elle l'a eu pour sa première grossesse en septembre, elle peut être totalement sereine pour cette grossesse. Elle a une sérologie qui est positive, ça veut dire donc effectivement qu'elle est immunisée et elle n'a pas toutes les règles qu'on donne aux mamans. Des règles alimentaires. Alors il y a différentes règles, il y a d'une part des règles alimentaires donc, qui vont être de ne pas manger de viande crue, étant donné que le toxoplasme se transmet donc par la viande, mais aussi donc surtout par la terre. Le toxoplasme, il se retrouve dans les excréments des chats. C'est pour ça qu'on va parler des chats après, et qu'ils les mettent dans la terre. Les animaux qui broutent la terre, donc tous les herbivores, sont susceptibles de contenir donc dans leur chair le toxoplasme, et donc peuvent la transmettre. Mais le toxoplasme est détruit par la chaleur, d'où le fait qu'on va recommander de bien cuire la viande. D'autre part, il va falloir aussi les légumes, bien les nettoyer. Ça, c'est important parce que c'est ce qui va permettre d'enlever toutes ces traces de terre potentiellement souillées par les excréments du chat. Et donc, le chat, pour en revenir à lui, si c'est un chat qui, effectivement, je dirais, via la campagne, va dehors et en contact avec d'autres animaux, effectivement, il est susceptible d'attraper la toxoplasmose, du moins pas la toxoplasmose, mais d'absorber des toxoplasmes. Et de la transmettre. Et lui, alors il la transmet parce que c'est lui c'est à l'intérieur de l'estomac et surtout de l'intestin du chat que va se développer le toxoplasme. Donc lui, il va faire proliférer ce germe. Donc c'est ça qui peut arriver. Et donc on va donner toutes ces règles. Sur les règles alimentaires, je trouve que c'est important de préciser qu'il n'y a pas que pour le toxoplasme qu'on doit prendre des règles au niveau de l'alimentation. Il y a aussi la listériose qui est aussi risquée. Pour le toxoplasme, donc par rapport au chat, éviter de changer la litière pour les femmes enceintes. Et si elles le font, mettre des gants. Et puis après, on se lave bien les mains. De la même manière, si elles vont jardiner, qu'elles ont un contact avec la terre, c'est important de bien se laver les mains après. Il faut préciser que c'est très grave la toxoplasmose. Alors c'est très grave, tout à fait. Voilà, c'est pas grave pour la maman, c'est grave pour le bébé. Alors ça se transmet beaucoup moins en début de grossesse, mais c'est beaucoup plus grave. Il y a plus de risques de transmission au fêtus en fin de grossesse. Là, c'est moins grave, mais on a quand même des problèmes importants. Parce que les risques de malformation sont écartés vu que le fœtus est déjà formé. Il y aura quand même des risques aussi pour le fœtus, même en fin de grossesse. Donc c'est vrai que c'est une maladie qui est vraiment très grave. Il faut vraiment bien respecter toutes ces règles, même si c'est assez contraignant. Et voilà, il faut vraiment faire attention. Ah oui, c'est quelque chose de vraiment important. La toxoplasmose, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Très bien. Alors Nina voudrait savoir quelle différence il y a entre une sage-femme et un gynéco pour le suivi de grossesse. Aucune. Ça mérite d'être clair. Voilà. Aucune différence. Aucune différence. À partir du moment où je parle bien sûr d'une grossesse physiologique. La sage-femme s'occupe de la grossesse à partir du moment où tout est physiologique. Normalement, les médecins, alors vous avez peut-être entendu qu'il y avait des sages-femmes qui étaient en grève depuis quelque temps, et justement parce qu'elles peuvent prendre en charge, et il y a certaines sages-femmes qui revendiqueraient le fait que les sages-femmes s'occupent du suivi de la
de la grossesse physiologique et que les médecins ne prennent en charge, je dirais, que les grossesses qui posent un problème et dès qu'il y a une pathologie, quoi. Eux, ils sont spécialisés dans la pathologie. Mais globalement, tout le suivi est le même, que ce soit par une sage-femme ou par un gynécologue. D'accord. Alors, question de Rosard. Je suis à 3 mois et 6 jours de grossesse. Normalement, les mots type nausée, etc. devraient disparaître. Pourquoi sont-ils plus présents maintenant dans mon cas? Alors, c'est les choses qui arrivent. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Si elle est à 3 mois, alors bon, ça va diminuer effectivement. C'est pas à 3 mois pile, quoi. C'est pas vous êtes arrivé, hop, au 3e mois, c'est terminé. 3 mois et 6 jours, bon, voilà, ça peut encore évoluer. Ça peut évoluer, il faut espérer. Malheureusement, il est amant et qui garde des nausées, des vomissements longtemps pendant la grossesse. Là, par contre, c'est une maladie qu'on peut traiter. Donc, effectivement, si elle a une perte de poids, si elle continue à vomir et qu'elle ne garde absolument aucun aliment, là, moi, je l'incite vraiment à aller voir la personne qui la suit pour voir s'il y a besoin d'une prise en charge. Et on peut même être amené à hospitaliser les patientes pour ça. Donc, ce n'est pas anodin, les vomissements. Normalement, effectivement, physiologiquement, il peut y avoir des vomissements. Donc, ça, c'est dû à la progestérone, qu'on a une augmentation des vomissements. Mais si ça se poursuit de manière importante, il faut vraiment lui dire d'aller voir son gynécologue ou sa sage-femme, la personne qui la suit, quoi. D'accord. Alors, porteuse d'une maladie génétique qui touche essentiellement les garçons, j'ai ma première écho à un peu plus de 12 semaines d'aménorrhée. Est-ce que je vais pouvoir savoir le sexe déjà? Ça me rassurerait. C'est pas garanti. Mais effectivement, peut-être qu'on le saura, mais c'est pas garanti que ce sera possible de le voir. Ça dépendra aussi comment est tourné son bébé. C'est un peu juste 12 semaines pour vraiment visualiser les organes génitaux, quoi. Donc de avec manière certitude, fiable, voilà, tout à fait. Donc après, si c'est vraiment une maladie génétique importante, parfois on est amené à faire une amniosynthèse justement pour déterminer le sexe de l'enfant. Mais sinon, par l'échographie, tout simplement, on ne peut pas garantir que ce sera connu. Oui, l'amniosynthèse reste le seul moyen infaillible de connaître le sexe et les problèmes génétiques éventuels. Tout à fait. Alors, question de CES74. Bonjour, on m'annonce un bébé gros. Je sens que c'est de plus en plus dur pour lui dans le ventre, il a de moins en moins de place. Depuis quelques jours, j'ai mal au diaphragme, au plexus solaire. Je sens qu'il essaye de se mettre à l'aise, mais j'ai peur de la mort du bébé dans le ventre. Pensez-vous que le manque de place peut le faire se sentir mal? Alors, il y a plusieurs choses dans la question. Est-ce qu'il peut être à l'étroit Alors, qu'il soit à l'étroit, c'est sûr. Les nouveau-nés, plus on avance dans la grossesse, moins ils ont de place. C'est sûr, le ventre est quand même pas extensible. Donc, il repousse au maximum les organes abdominaux, donc l'intestin et tout ça, il va être repoussé vers le haut, d'où le fait qu'elle ait cette douleur au niveau du diaphragme. C'est normal, malheureusement, il n'y aura pas grand-chose à faire pour la soulager, mais parce qu'effectivement, comme elle le dit très bien, l'enfant, il prend un peu ses aises, il fait comme il peut pour pousser les limites, mais après, ce n'est pas extensible. Mais de là à dire que son bébé est mal, non, c'est je dirais dans la norme des choses, le fait que son bébé ait de moins en moins de place. Et d'ailleurs, les mamans, autant vers 25-26 semaines, elles vont beaucoup sentir bouger leur bébé. Et plus on avance dans la grossesse, moins elles le sentent bouger. Alors c'est important qu'elles le sentent bouger tous les jours, un petit peu. Mais par contre, c'est normal que le bébé ait moins de place. C'est fait des choses, il y a de moins en moins de liquide. Le liquide diminue et il ne peut plus se retourner comme il le faisait avant. C'est pour ça d'ailleurs qu'une fois que les bébés sont retournés et en général qu'ils ont la tête en bas, c'est rare qu'ils réussissent à se tourner une nouvelle fois. Elle évoquait aussi une chose qui était importante aussi, cette maman, c'est l'angoisse, la peur de la mort. C'est une peur tout à fait classique des femmes enceintes et je répète ce que je disais à une des internautes tout à l'heure, dans les premières qu'on a eues, c'est vraiment, effectivement, la majorité des grossesses se passent bien. Alors, là encore, on ne peut pas dire que ça arrive jamais, mais c'est quand même exceptionnel. En général, ce n'est pas parce que le bébé n'a pas de place. Ce n'est pas un argument qui va faire... Non, non, ça ne va pas le mettre en danger et il ne va pas être mal parce que c'est normal qu'il n'ait pas de place. Voilà, c'est quelque chose de complètement physiologique, là, je dirais. D'accord.
Alors, est-il normal d'avoir des montées de lait à 21 semaines et seulement d'un seul sein? Question de Paulet. Alors, c'est pas du lait déjà, c'est du colostrum. C'est ce qui précède la montée laiteuse. La montée laiteuse, elle aura lieu uniquement à peu près au 3e jour après l'accouchement. Ce colostrum, c'est tout à fait normal d'en avoir des écoulements au cours de la grossesse. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul sein qui coule, ça n'a pas une signification particulière. De la même manière que ça n'a pas non plus de signification que les mamans aient du colostrum ou qu'elles n'en aient pas pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'il y a des mamans qui sont inquiètes parce qu'elles n'ont pas de colostrum pendant la grossesse. Ça ne veut absolument pas dire qu'elles n'auront pas de lait après. Alors, il y a des mamans, c'est plus précoce, il y en a d'autres, ça se fait plus tardivement. Ça n'a pas de signification. La taille des seins n'a pas non plus de signification pour savoir si elles auront du lait ou si elles n'en auront pas. Il y a des mamans qui ont une toute petite poitrine et qui ont beaucoup de lait, donc c'est vraiment pas une inquiétude à avoir. Et le fait qu'il y ait un seul sein, moi je suis c'est pas préoccupant. Pas préoccupant, non, du tout. Alors, Lucille 63, bonjour, je vais accoucher fin mars d'une petite fille. J'aimerais savoir si vous connaissez des remèdes naturels qui aident à préparer sereinement un accouchement. Homéopathie, tisane, remèdes de grand-mère, etc. Merci d'avance pour votre réponse. D'accord. Donc, pour pouvoir préparer l'accouchement, je pense qu'elle veut savoir si elle peut avoir plus pour démarrer un peu le travail, pour accélérer les choses. Alors, il y a une chose qui me paraît importante à préciser, parce qu'on a l'impression quand on parle d'homéopathie, des plantes, etc., que c'est anodin. Alors, ce n'est pas anodin, et d'ailleurs, s'il y a un effet, c'est justement que ce n'est pas anodin, quoi. Donc, ça me paraît important de rappeler ça en préambule, et je dirais bien, l'automédication, même d'homéopathie, doit être complètement bannie de la grossesse, ne doit pas avoir lieu pendant la grossesse parce que c'est vraiment pas inoffensif et il y a une action. Donc s'il peut y avoir une action, ça peut aussi être une action négative. De l'homéopathie, oui, il y a des choses qu'on peut prescrire. Malheureusement, je n'ai pas dans le cadre de ce chat pouvoir lui dire prenez tel traitement, tel traitement. Là, je l'invite vraiment à aller voir sa sage-femme ou la personne ou l'obstétricien qui la suit. Ou si elle veut, elle peut aussi aller voir les sages-femmes de PMI qui pourront lui donner des conseils pour ça. Au niveau de la phytothérapie, effectivement, il y a des choses qui sont possibles. Il y a le framboisier, donc, alors pas les framboises, hein, mais les feuilles de framboisier. On peut effectivement proposer une tisane. Ça harmonise un peu les choses. Durant les 6 dernières semaines de la grossesse, elle peut effectivement prendre une cuillère de feuilles de framboisier séchées, parce qu'en cette saison-là, je ne pense pas qu'elle la trouvera fraîche, mais elle se fait une infusion, elle boit une tasse 1 ou 2 fois dans la journée. Après, pendant le travail aussi, il y a des choses qui sont possibles avec les plantes. Il y a le clou de girofle. On peut faire une infusion avec 5 clous de girofle qu'on va mettre dans 1 demi-litre d'eau et puis le boire au fil du travail. Mais ça, ce sera vraiment pendant le travail. Il y a des traitements aussi qui sont contre-indiqués pendant la grossesse, comme la sauge. La sauge qu'on contre-indique vraiment, comme quoi justement, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre pendant la grossesse, comme quoi ce n'est pas anodin. Ce que je disais en premier, la sauge est complètement contre-indiquée pendant la grossesse. Par contre, en fin de grossesse, au 9e mois, après le 8e mois, on peut envisager de prendre de la sauge qui va un petit peu éventuellement accélérer les choses. Je citerai aussi l'acupuncture. En acupuncture, on a aussi des possibilités d'aider un petit peu à maturer le col, à faire. On ne va pas forcément faire vraiment un déclenchement par acupuncture, bien qu'il y en a qui le proposent, mais on peut préparer aussi les choses pour que ce soit plus favorable pour la fin de la grossesse. Après, dans les remèdes de grand-mère, je crois que c'était ça qu'elle voulait citer. Dans les remèdes de grand-mère, non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a nettoyer sa maison de fond en comble, voilà. Après, il y a avoir des rapports sexuels. C'est plus sympathique d'ailleurs que de faire le ménage. Donc, effectivement, ça aussi, il y a des explications hein, pour ça. Ça peut aussi être une manière de stimuler le travail. D'accord, mais dans tous les cas, on évite de prendre n'importe quoi. Sans l'avis, voilà, tout à fait. Vraiment, si elle veut prendre quelque chose, elle demande l'avis au minimum, je dirais, du pharmacien, quoi. Même homéopathie et phytothérapie. Voilà, tout à fait. Là, effectivement, l'acupuncture, elle ne le fera pas d'elle-même, mais l'homéopathie, où c'est pas parce que sa copine vous a dit « Ah, mais c'était bien, moi, on m'a dit ça »,
Au minimum, je dirais, elle demande au pharmacien. Ils savent effectivement et pourront lui dire, ben non, ça c'est contre-indiqué, il faut éviter pendant la grossesse. Et sinon, elle s'adresse, je vous dis, il y a les sages-femmes de PMI, si la personne qui la suit n'a pas tendance à trop utiliser, parce que c'est aussi une question d'habitude hein, de proposer de l'homéopathie ou de la phytothérapie. Donc, elle peut essayer auprès d'autres praticiens de demander si effectivement ils ont des conseils à lui donner. D'accord. Alors, Maryse, maintenant, Maryse 97. J'ai 2 enfants. Mon premier était un accouchement par voie basse et mon deuxième par césarienne, car j'ai un petit bassin. J'attends mon 3e enfant et ma question est de savoir si on va me proposer une césarienne ou un accouchement par voie basse. Alors, si elle n'a eu qu'une seule césarienne, ce ne sera pas systématique. C'est à partir de 2, c'est ça? Voilà, à partir de 2 césariennes. Après 2 césariennes, je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Tout le monde considère qu'effectivement, 2 césariennes imposent une césarienne pour le 3e. Après une césarienne, on peut éventuellement lui proposer d'avoir un accouchement par les voies naturelles, sachant quand même qu'elle a déjà accouché. Donc, même si elle nous dit avoir un petit bassin, elle peut le faire. On peut quand même passer un bébé dans ce petit bassin, vu qu'il y en a un qui est déjà passé. Ça dépend quoi, de quoi, la taille du bébé, de sa position. La taille du bébé, aussi de comment a été faite la césarienne, hein, parce que si la césarienne a été faite en urgence et que, bon, selon c'est un peu compliqué, mais selon l'incision qui a été faite, il y a des choses qui pourront diminuer les possibilités de faire un accouchement par voie basse par la suite, bien qu'à l'heure actuelle, quand même, la majorité des équipes pratiquent le même type d'incision et ce sont des incisions qui permettent de refaire une césarienne. De ne pas forcément faire une césarienne, mais de proposer un accouchement par les voies naturelles après une césarienne. D'accord, donc à ce stade de la grossesse, on ne peut pas savoir non. C'est pas, comment elle va accoucher. Tout à fait. Elle peut espérer encore accoucher par les voies naturelles. Ce qui est toujours préférable. Ah, c'est toujours préférable. Il ne faut pas oublier que la césarienne, c'est une intervention chirurgicale. Ce n'est pas physiologique. Quoi. Autant il y en a un qui est physiologique, l'autre ne l'est pas. Hein. Alors, suite à un décollement assez important à 4 semaines de grossesse, je suis en arrêt depuis un peu plus de 15 jours. On m'a prescrit de l'acide folique ainsi que de la progestérone. Quelle est l'action de ces médicaments? J'ai également quelques tiraillements dans le bas-ventre. Est-ce normal? Question de Liswan. Alors, Liswan, déjà sur les traitements qu'on lui a prescrits, l'acide folique, c'est très bien qu'elle en ait. L'acide folique, ça a pour but de prévenir une malformation du nourrisson qui est la non-fermeture du tube neural. Donc, c'est ce qu'on retrouve chez Spina bifida. Donc voilà, donc ça c'est de la prévention. Effectivement, l'idéal, malheureusement c'est souvent difficile de mettre en place, c'est de débuter avant la grossesse et de le prendre jusqu'à la fin, je dirais, du premier trimestre. Ça c'est indépendant du décollement. Ça n'a aucun rapport avec son décollement. On en donne pour toutes les grossesses. Voilà, normalement toutes les grossesses, idéalement toutes les grossesses devraient, du moins toutes les femmes qui ont un désir de grossesse devraient commencer à prendre de l'acide folique et le poursuivre. Donc ça n'a aucun rapport avec son décollement. La progestérone en revanche? La progestérone, c'est effectivement pour favoriser effectivement l'implantation et le bon développement du début de la grossesse. Et effectivement, ça a certainement un rapport avec le fait qu'elle ait eu un décollement. Là, c'est plus dans ce but-là. Le fait qu'il y ait des petits tiraillements, mais il faut quand même faire attention. Alors, ça peut avoir c'est toujours difficile de savoir exactement l'origine de ces tiraillements. Il y a plein d'explications. Ça peut effectivement être des petits tiraillements de l'utérus. Donc là, auquel cas, il faut quand même qu'elle consulte. Mais ça peut aussi être des petits tiraillements ligamentaires, ce qui est par contre tout à fait normal pendant la grossesse. Et c'est difficile aussi de savoir vraiment à quel niveau c'est. Ça peut aussi être un petit problème urinaire, ça peut être des troubles intestinaux. Il y a plein de choses au même niveau et c'est difficile de savoir précisément quelle est l'origine de ces tiraillements. Donc si elle est inquiète, moi vraiment je lui préconise d'aller voir quand même la personne qui va la suivre si elle n'a pas encore eu de suivi. Vu qu'en plus sa grossesse est fragilisée, il vaudrait mieux consulter quand même. Donc effectivement, au moins contacter la personne qui a fait le diagnostic de décollement pour éventuellement faire une échographie pour vérifier que ça rentre dans l'ordre. Très bien. Y a-t-il une bonne position pour dormir? Ça, c'est une question qui revient souvent, les questions liées au mauvais sommeil pendant la grossesse. C'est Noël qui se la pose. Alors, classiquement, alors ça dépend à quel terme de la grossesse elle est. Classiquement, on préconise
alors surtout quand on va avancer dans la grossesse, ce qu'on appelle le décubitus latéral gauche, c'est-à-dire coucher sur le côté gauche. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que devant la colonne vertébrale, on a deux vaisseaux qui sont l'aorte et la veine cave, et que quand l'utérus va prendre un certain volume, il va appuyer sur ces gros vaisseaux, et quand on est sur le dos, eh ben, on va un peu limiter la circulation dans ces gros vaisseaux. Étant donné que la veine cave passe à droite, eh ben, si on est couché sur le côté gauche, on dégage ces deux gros vaisseaux, ce qui est important. Sinon, il y a un risque de malaise. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Souvent, les mamans d'elles-mêmes changent de position. Parce que quand elles sont couchées sur le dos, elles vous disent « Ah, ça tourne un petit peu ». D'ailleurs, quand on fait les échographies, certaines fois, les mamans signalent, elles disent « Ah non, je ne suis pas très bien » quand ça dure un petit peu longtemps. Donc, de ce fait-là, effectivement, c'est une position qui est un peu préconisée. Toutefois, ce n'est pas non plus une obligation. Il y a des mamans qui ne sont pas bien du côté gauche. Et on se rend compte certaines fois quand on les enregistre eh ben, que l'enregistrement du bébé n'est pas forcément bien non plus quand elles sont du côté gauche. Est-ce que ça comprime le cordon? Est-ce qu'il y a quelque chose? Les mamans ne sont pas bien. Non. Il faut aussi qu'elles voient si elle est mieux du côté droit, ben, elle peut se coucher du côté droit. Il y a une angoisse aussi des mamans. Alors là, j'ai parlé quand on était relativement avancé dans la grossesse, mais en début de grossesse, on peut aussi avoir des mamans qui ont peur de se coucher sur le ventre. Si elles peuvent se coucher sur le ventre, qu'elles n'hésitent pas, il n'y a aucun risque pour le bébé, elles ne vont pas écraser leur bébé, même en étant couchées sur le ventre. C'est aussi une question souvent qu'on a, des mamans qui disent « Ah, mais je ne veux pas lui faire du mal ». Ne vous inquiétez pas, il est dans sa poche des os, il est vraiment protégé, donc vous pouvez, c'est pas interdit de se coucher sur le ventre. Si c'est inconfortable, il faut écouter un peu son corps, et puis je crois, voilà, comme on est bien, voilà, tout à fait. C'est pas évident de trouver une position, donc quand on en a une, on la garde. Ce qu'on peut d'ailleurs recommander aussi aux mamans qui sont un peu avancées dans la grossesse, certaines fois, c'est de caler leur ventre. Parce que sur le côté, ça tire sur le ventre, c'est désagréable. Moi, je conseille souvent aux mamans d'utiliser, si elles en ont un coussin d'allaitement. Elles le mettent sous le ventre, elles peuvent le passer souvent assez grand, donc elles peuvent le mettre aussi entre les jambes. Souvent, les mamans trouvent une position assez confortable avec ces coussins d'allaitement, ou un traversin, si elles n'ont pas de coussin d'allaitement, prendre un traversin. Et souvent, ça permet au moins de soulager le poids du ventre, parce que sur le côté, certaines fois, les mamans se plaignent de ça. Ils disent c'est lourd, ça tire, ça fait mal, quoi. D'accord. Alors, pourquoi doit-on attendre le 5e mois pour connaître le sexe du bébé, alors qu'il est dit qu'on peut déjà le savoir à la première écho? Question de Rosard. Alors, on revient, effectivement, éventuellement, on peut le voir, on ne peut pas vous garantir qu'on le verra correctement à la première écho. Donc, il y a plus de risques d'erreur à la première échographie. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on dit, on a beaucoup plus de chances de le voir à l'écho de 22 semaines. Donc, il y a 3 échographies, c'est un rappel. Il y a 3 échographies dans la grossesse. La première à 12 semaines, la deuxième à 22 semaines, la troisième à 32 semaines. Ce n'est pas au jour près, mais c'est environ ça. Et à 12 semaines, ben, on n'est pas vraiment sûr de bien pouvoir voir les organes génitaux. Et puis, même, je dirais, même à 22 semaines, il arrive, ben, si le bébé ne se tourne pas correctement, qu'on ne réussisse pas à voir, on a beau essayer de tourner notre sonde comme on peut, ce n'est pas forcément facile de voir le sexe de l'enfant à l'échographie. Donc, ce n'est pas non plus une garantie de pouvoir le voir. Ça dépend vraiment comment est tourné le bébé. Et à l'échographie de 12 semaines, ben, c'est quand même moins facile. On est par voie endovaginale, donc on a aussi moins de possibilité de tourner la sonde dans tous les sens. On ne va pas pouvoir la mettre vers le haut, donc c'est moins facile. Et effectivement, alors certaines fois on a de la chance et effectivement le bébé est tourné et nous montre ça tout de suite, ben, on peut le dire, mais c'est pas garanti. Effectivement, on ne peut pas garantir à la maman qu'elle le verra. D'accord. Et plutôt que de dire une bêtise, on préfère ne rien dire. Voilà, tout à fait. Et je dirais même jusqu'à la fin, on a toujours un risque d'erreur. L'échographie n'est pas une science infaillible. Oui, sauf si on a fait une amniosynthèse, on ne peut voilà, pas être sûr. On ne peut pas garantir à 100% qu'on n'a pas d'erreur. Et ce n'est pas une histoire du cordon, parce qu'il y a vraiment une différence, ce n'est pas la même chose. Hein, ce n'est pas parce que le cordon, certaines fois c'est des idées qu'on entend en disant « Ah ben il a le cordon entre les jambes, donc on risque de confondre avec un petit garçon ». Ce n'est pas du tout ça. Hein, mais, vous avez un peu plus d'expérience que ça voilà, quand même, j'espère. Bon, c'est rassurant. Alors, question de Milly. Vendredi, j'ai rendez-vous avec la sage-femme. Ce sera notre premier rendez-vous pour faire connaissance avant de commencer les cours de préparation à l'accouchement. Pouvez-vous me dire comment ça va se passer? Bien.
Voilà, question suivante. Je sais pas, alors je connais pas les pratiques de sa sage-femme. On peut déjà prendre connaissance un petit peu de ce qu'attend la maman comme préparation. Des préparations à l'accouchement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sortes de préparations. Donc la sage-femme qu'elle va rencontrer va peut-être vouloir, elle peut savoir ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'elle a envie. C'est important quand on prend en charge une maman de savoir un petit peu quelles sont ses attentes. Parce que toutes les mamans n'ont pas les mêmes attentes vis-à-vis de la grossesse et du suivi de la grossesse. Et donc, c'est important de prendre un petit peu en compte ça, savoir ce qu'elle veut et en fonction, de lui proposer ce qui correspondra le mieux à ses désirs. Voilà, moi, c'est ce que je préconiserais. Après, effectivement, je ne suis pas la sage-femme qu'elle va voir, donc je ne peux pas vraiment savoir. Il y a, elle nous dit à quel terme elle est ou pas? Parce que certaines fois, ce qui est confondu, c'est aussi voilà, il y a un rendez-vous qui est pris aussi, ce qu'on appelle l'examen du 4e mois, mais qui n'est pas vraiment, c'est pas un examen, c'est pas une consultation, c'est pas un cours de préparation à l'accouchement non plus. C'est plus pour faire un peu le point sur les besoins aussi que peut rencontrer la maman, les aides, lui donner, l'orienter vers les aides qu'elle pourrait avoir. Ça peut être ça aussi, cette première consultation. Donc, si elle est au 4e mois, c'est tout à fait possible que ce soit ça, où on va effectivement, c'est pas un côté médical, c'est vraiment un côté plus des besoins, ça peut aussi être des besoins matériels, plus pratiques. Voilà, tout à fait pratiques ou psychologiques. Si la grossesse se passe mal et qu'elle a vraiment besoin d'un soutien, on pourra les réorienter vers lui présenter un petit peu les différents acteurs qui peuvent l'aider au cours de sa grossesse. Elle peut poser ses questions aussi. Voilà. Elle est pas, si elle a des choses qui lui tiennent à cœur, elle peut en parler. Tout à fait. Alors, voilà, dans les cours de préparation, là, dans ce cas-là, c'est vraiment un cours individuel, donc c'est une séance individuelle. Après, les cours de préparation à l'accouchement, il y en a certains qui sont collectifs, donc on ne peut pas avoir le même échange. Donc, c'est vrai que c'est intéressant cette rencontre du 4e mois avec les mamans pour vraiment faire un suivi le plus personnalisé possible. Alors, Lucie, maintenant, et Marie-Pierre, deux questions qui se rejoignent. Donc, Lucie, mon accouchement est prévu fin avril. Je souhaiterais allaiter. Y a-t-il des choses à faire pour préparer l'allaitement au niveau des tétons, pour prévenir les crevasses, par exemple? Et Marie-Pierre, enceinte de 25 semaines, je me demande s'il n'existerait pas une pommade pour préparer les tétons à un futur allaitement. Alors, pommade en particulier, non. Préparer l'allaitement, c'est aussi là une question qui revient souvent des mamans. Oui. Il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire, excepté dans le cas des mamans qui ont ce qu'on appelle des bouts de sein ombiliqués, c'est-à-dire quand le mamelon, le petit bout du sein ne sort pas vraiment. Et effectivement, il existe des petits ustensiles qui permettent un peu de les faire ressortir et d'aider à la prise du mamelon par le bébé. Après, il n'y a pas vraiment de préparation spécifique à l'allaitement. Prévenir les crevasses, non. Alors après, ce qui va être important pour que l'allaitement se mette bien en place, c'est qu'on fasse une mise au sein précoce, c'est-à-dire dans les 2 premières heures qui suivent la naissance. Ça va être une chose importante. Mais il n'y a pas de prise en charge vraiment avant la naissance. Ce qui compte aussi pour diminuer les risques de crevasses, ça va être la position. De bien positionner son bébé. Là, il faut qu'elle se dise qu'elle va vraiment être soutenue. Il y a une équipe autour de vous en maternité. Et donc, la personne qui sera là, que ce soit l'auxiliaire de puériculture, la puéricultrice ou la sage-femme, pourront vraiment l'aider à bien mettre au sein, lui présenter différentes positions. Il y a plusieurs manières de mettre son bébé au sein. C'est-à-dire que soit on peut le mettre, je dirais, dans la position de la Madone, ce qu'on voit classiquement, mais on peut aussi mettre son bébé au sein, ce qu'on dit en ballon de rugby, c'est-à-dire qu'il a la tête au niveau du sein et le corps qui est sous le bras. Il y a aussi une position, dans les positions les plus classiques, qui est sur le côté. La maman est couchée sur le côté, le bébé donc à plat, le bébé face à elle aussi couché, ventre contre ventre. Et c'est une autre manière. Le fait de varier la manière de téter du bébé, on va diminuer les risques de crevasse, étant donné que quand il y a, et dès qu'il y a un petit début de crevasse, si le bébé continue à rouvrir la crevasse à chaque fois, ce sera d'autant plus douloureux. Donc, c'est pour ça que là, en changeant de position, au lieu de rouvrir la crevasse, on va lui faire fermer, étant donné qu'il va prendre perpendiculairement par rapport à l'autre. D'accord. Voilà.
Et après, une fois l'accouchement commencé, il y aura des crèmes éventuellement pour soulager les tout à crevasses. fait. Mais il Voilà. il n'y a pas de prévention. préventif. Voilà, de prévention pendant la grossesse, non. Effectivement, vous avez raison. Pendant l'allaitement, on pourra proposer des crèmes. Il y a des crèmes, tout à fait. Voilà. Ou même mettre. Alors, il y a même une chose toute bête, hein, c'est on conseille souvent à maman, à la fin de la tétée, d'étaler un petit peu du colostrum ou du lait sur le mamelon qui l'hydrate un petit peu. Très bien. Alors, Aurore est à 6 jours de son terme. Son col est tonique et très peu ouvert, mais le bébé est toujours très haut dans le ventre et elle n'a pas de contraction. Est-ce que c'est normal? Va-t-il bientôt arriver? Alors ça, je ne suis pas devin. Logiquement bientôt arriver. Voilà, c'est ça. Quand est-ce que ça va arriver? Ça, je ne peux pas lui dire. Alors, autant il y a des mamans chez qui le col se modifie avant, il y a d'autres mamans, c'est comme c'est son cas, pour qui le col se modifiera vraiment au dernier moment. Il n'y a pas de souci, c'est pas pour autant que ça sera plus long. Il y a des fois les accouchements qui sont très rapides alors qu'on part de conditions qui au début paraissent pas très favorables, mais c'est très variable. Là, il y a, je dirais, un peu une injustice d'une femme à l'autre et il y en a qui ont de la chance que ça aille très vite et très bien, et puis il y en a d'autres où ce sera plus long, même si les conditions paraissaient un peu plus favorables au départ. Donc il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Là, elle nous dit bien, son bébé est encore haut. Dès qu'il va réussir à s'engager un petit peu dans le bassin et à appuyer un peu plus sur le col, eh ben, il va favoriser le fait que le col se dilate et c'est uniquement à ce moment-là que ça va se mettre en place. Le col, ce que je prends comme exemple souvent pour les mamans, pour que ça soit un peu parlant, parce que c'est vrai qu'on dit ce col, il se raccourcit, il se dilate, comment c'est. Il faut voir un col roulé. Quand vous voyez un col roulé, c'est à une certaine hauteur. Quand vous l'enfilez, hop, il va s'écarter. Donc, il devient de plus en plus court, comme le col, le utérus, le col. Et hop, après, il s'ouvre. Ben, c'est exactement la même chose pour le col de l'utérus. Ça va faire comme votre col roulé. Il va déjà se diminuer en longueur et s'ouvrir. Voilà. Pour ça, il faut qu'il soit un peu souple, mais c'est souvent le fait que la tête du bébé appuie dessus qui va l'assouplir. Donc, si le bébé est encore haut, il faut attendre qu'il y ait des contractions et que le bébé réussisse à s'insérer un petit peu plus bas dans le bassin pour appuyer sur ce col. D'accord, donc elle ne va pas accoucher aujourd'hui, quoi. Mais je ne sais pas. Je peux pas. Elle est peut-être. Voilà, selon quand elle a envoyé la question. Ah oui, tout à fait. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que les conditions là, elle n'a pas. Pour ça, je ne suis pas devin. Depuis qu'elle a écrit la question, elle s'est peut-être retrouvée à avoir des contractions très violentes. Et elle est peut-être en travail maintenant. Donc, ce n'est pas possible de lui répondre aussi clairement que ça. D'accord. Alors, Blais, bonjour. Je suis enceinte de jumeaux. Les deux se présentaient en siège à 26 semaines de grossesse. Peuvent-ils encore se retourner, sachant que depuis cet écho, je les sens plus lourds? C'est ma 3e grossesse et les précédentes, j'ai accouché par voie basse. Alors, oui, tout à fait. Ils peuvent encore se retourner. Oui. 26 semaines, hein, c'est ça? Oui. Oui, il n'y a aucun souci. Ils ont encore largement le temps de se retourner. D'autant plus que c'est sa 3e grossesse. C'est deux choses qui vont aller de pair. Oui, l'utérus est moins tonique. Pour une première grossesse, l'utérus est plus tonique, c'est la première fois qu'il se distend pour faire de la place au bébé. Donc effectivement, l'utérus maintient un petit peu plus le bébé en place. Plus la maman va avoir de grossesse, plus l'utérus sera un peu plus souple. Il aura déjà eu cette expérience de se dilater, donc plus on va laisser de la place au bébé pour se retourner. Alors là, en l'occurrence, effectivement, elle n'a pas un, mais deux, oui. Mais il n'empêche qu'à 26 semaines, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ils peuvent tout à fait se retourner. Ils ont encore vraiment largement le temps pour se retourner. Même si elle les sent plus lourds. Le fait qu'elle les sente plus lourds, c'est dur, cette notion de pesanteur. Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte et ce n'est pas forcément qu'ils sont dans une position ou dans l'autre. Là, c'est tout à fait possible. Donc, elle peut tout à fait accoucher par voie basse s'il se retourne. Et même, alors après, il faut voir l'équipe qui la suit, mais même si les deux bébés sont en présentation du siège, on peut aussi lui proposer d'accoucher par voie basse. Dans les présentations, dans les grossesses gémellaires, il y a une présentation pour laquelle on ne laisse généralement pas accoucher par voie basse, c'est si le premier se présente en siège et le deuxième se présente en tête. Ça, c'est le cas où effectivement on propose. C'est possible, ça, les jumeaux, pas dans le même sens? Ah, tout à fait. Oui, bien sûr, ils peuvent très bien. Alors, si le premier est en tête, le deuxième en siège, c'est possible. Si le premier est en siège, le deuxième en tête, on ne peut pas car il y a un risque d'accrochage des mentons.
C'est-à-dire que le premier sortant, il peut accrocher le menton de l'autre et c'est pour ça que classiquement, il est plutôt déconseillé de faire un accouchement par voie basse si le premier est en siège, le deuxième en tête. L'inverse est tout à fait possible. Les deux en siège, l'accouchement du siège, c'est un accouchement qui est possible. Alors après, il faut vérifier effectivement la taille des bébés. Bon, c'est les jumeaux, ils sont classiquement un peu plus petits. La taille du bassin de la maman, mais bon, elle a accouché 2 fois, donc il y a d'autres critères à prendre en compte, hein, mais c'est tout à fait possible d'accoucher même en siège. Ce n'est pas absolument impossible. Et puis après, si les deux sont en tête, il n'y a pas de problème pour l'accouchement, même de jumeaux. On accouche très bien par voie basse. Ok. Alors, Céline, bonjour. Je dois accoucher début mai. J'ai de plus en plus souvent l'impression de ne pas pouvoir respirer. J'en ai parlé à mon gynéco, ça ne semble pas l'inquiéter. Cependant, ça arrive de plus en plus souvent, voire plusieurs fois par jour. On me parle d'anxiété, mais je ne vois pas de lien entre le moment où la crise arrive et une anxiété donnée. Ces crises peuvent durer 1 minute comme 30 minutes et c'est très désagréable. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Tout bêtement que son bébé il prend de plus en plus de place. Ça, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Le bébé, il y avait une maman tout à l'heure qui nous disait qu'elle avait mal au diaphragme et au plexus. C'est le même phénomène. Hein. Le bébé, il grossit, donc il va repousser les intestins plus vers le haut. Donc, étant donné que les intestins sont remontés, il se retrouve un peu, on prend de la place dans la cage thoracique, donc les poumons en ont moins. Donc, effectivement, c'est un peu plus difficile de respirer et plus on avance dans la grossesse, plus ça va être difficile de respirer. Après, il peut y avoir ce qui lui a été évoqué, des crises d'angoisse, effectivement, qui peuvent aussi expliquer comme ça, mais comme on peut les avoir sans être enceinte, hein, d'être un peu d'étouffement, d'angoisse, voilà, tout à fait. Donc, effectivement, on peut avoir le même phénomène, mais c'est déjà physiologiquement du fait de la grossesse. Alors, si en plus elle a mangé, je dirais, si elle a fait un repas un peu plus important avant, son estomac prend de la place, plus l'intestin, plus, effectivement, elle a un peu plus de mal à respirer, c'est normal. Très bien. Alors, question d'une anonyme. Je dois accoucher en été. Il paraît qu'il ne faut pas se baigner ni prendre de bain pour ne pas risquer que le col s'ouvre. Combien de temps avant l'accouchement ne faut-il plus se mettre à l'eau? Je n'ai jamais entendu dire qu'il ne fallait pas se baigner à la fin. Au contraire, c'est ce qu'on préconise aux mamans quand elles ont un peu des contractions. Avant de venir à la maternité, le bain, c'est ce qui va permettre le plus de se relaxer. On se détend vraiment bien quand on est dans un bain. Alors souvent on dit un bain chaud, c'est pas la température, c'est surtout que ça permet de se relâcher et de rester un peu plus longtemps dans le bain. Donc c'est souvent ce qu'on recommande aux mamans quand elles commencent à avoir des contractions et qu'elles ont un doute entre le fait que ce soit du vrai travail ou du faux travail. On leur dit, prenez un bain chaud, détendez-vous. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Non, et c'est pas... Alors il ne faut pas non plus se dire, c'est parce qu'on se baigne qu'on a des contractions et qu'on se dilate. Donc c'est pour ça, c'est peut-être ça qu'elle entend en se disant, comme on le recommande à la fin pour la dilatation, si je me baigne à 6 mois, j'ai un risque. Non, il n'y a pas de risque. Au contraire, vraiment la piscine, c'est vraiment une activité. La natation, c'est une activité qu'on recommande aux mamans parce que souvent, ça va permettre aussi de soulager les douleurs dorsales qui sont assez fréquentes pendant la grossesse. Les mamans sont bien souvent parce qu'elles sont un peu en apesanteur. Non, c'est vraiment une activité qui est très bien, qu'elle n'hésite pas, qu'elle aille se baigner. Oui, donc elle n'évite pas de se mettre à l'eau, au contraire. Pas du tout. Après l'accouchement, on lui déconseillera de se baigner pendant 3 semaines. Voilà. 3 semaines, 1 mois après l'accouchement. Effectivement, là, du fait que le col est ouvert, on déconseillera de se baigner. À cause des risques d'infection. Voilà, tout à fait. Les risques d'infection ascendante, si l'eau remonte. Mais là, avant l'accouchement et durant toute la grossesse, il n'y a pas de contre-indication. Après, il y a les contre-indications, je dirais, par rapport au fait de faire du sport ou d'avoir une activité, mais pas plus de se baigner qu'autre chose, quoi. Mélanie, maintenant, comment éviter les vergetures lors de la grossesse? Grande question. Grande question, effectivement. Là encore, j'ai envie de dire, malheureusement, il y a une injustice là sur les vergetures parce que il y a des mamans qui en auront alors qu'elles ont mis toutes les crèmes possibles et imaginables, qu'elles ont vraiment pris soin d'elles, tout ça.
Et à côté de ça, vous avez des mamans qui ne font absolument pas attention, qui prennent énormément de ventre et qui vont ne pas avoir de vergeture. C'est une faiblesse de la peau, hein, et donc les peaux sont plus ou moins fragiles. Il y a des peaux qui vont, c'est des petites ruptures des fibres de la peau qui créent ces vergetures. Alors, on peut toujours, moi je trouve ça bien que les mamans elles prennent soin d'elles. Donc elles prennent du temps pour elles, c'est important, la grossesse, il faut en profiter. Donc elle peut se masser, elle n'est pas obligée de prendre des crèmes très chères pour autant. Elle peut prendre de l'huile d'amande douce, vraiment pour prendre le soin d'elle, se masser un petit peu le ventre, ça lui fera toujours du bien. Je ne peux pas pour autant lui garantir qu'elle n'aura pas de vergeture. Ce n'est pas parce qu'elle va se prendre soin d'elle qu'elle n'aura pas de vergeture, mais qu'elle le fasse, ou une crème hydratante de son choix. Elle peut vraiment pas hésiter à se mettre de la crème comme ça, mais ce n'est pas une garantie. Il n'y a malheureusement rien d'extraordinaire. Il y a des jeunes filles qui, à l'adolescence, ont des vergetures sur les hanches ou sur la poitrine. C'est le fait de prendre très rapidement qui, certaines fois, qui augmente le risque d'avoir des vergetures, quoi. Donc plus on prend de poids, plus il y a un risque. Plus il y a un risque. Pas forcément. Oui, bien sûr, plus vous allez prendre de poids, plus vous avez de risques. Mais il y en a, si votre peau est très très souple, même en prenant beaucoup de poids, vous pouvez ne pas avoir de vergeture. Il y a des mamans qui prennent 25 kg, ce que je ne recommande surtout pas, qui prennent 25 kg et pour autant, derrière, qui n'ont pas de vergeture. Et à l'inverse, il y a des mamans qui prennent 9-10 kg et qui ont des vergetures. C'est vraiment un manque de chance, quoi. Il n'y a pas de justice. Non. Voilà. Alors, Laura est à 37 semaines d'aménorrhée et a très mal aux ligaments, surtout la nuit. Elle prend du magnésium et fait aussi quelques étirements, mais que faire de plus pour se soulager? Là encore, c'est une très bonne question. Je vous remercie de m'avoir posé. Non, il n'y a pas de remède miracle. Pour les douleurs ligamentaires, c'est vraiment quelque chose de casse-pied. Alors souvent, les sites qui sont plus la nuit, classiquement, c'est au contraire plus le mouvement. Alors ce que je demande, c'est si elle n'évoque pas des crampes. Parce que ça peut aussi être ça, parce que les douleurs ligamentaires, ce n'est pas majoritairement la nuit, à moins qu'elles bougent vraiment beaucoup. Les douleurs ligamentaires, c'est dû au fait, on peut expliquer quand même ce que c'est vraiment, hein. C'est souvent au niveau à l'avant du bassin, la symphyse pubienne. En réalité, la symphyse pubienne, on a l'impression que c'est un seul os, le bassin, c'est plusieurs os qui sont réunis en avant et le mouvement de ces os est douloureux. Et or, pendant la grossesse, en dehors de la grossesse, ces os ils sont maintenus ensemble par les ligaments qui les resserrent fortement ensemble pendant la grossesse de manière à ce que le bébé puisse se développer et justement que le ventre se distende. Il y a une hormone, donc l'hormone de la grossesse, c'est la progestérone, qui va permettre un relâchement de tous ces ligaments et aussi des ligaments du bassin. Et de ce fait, ces deux os qui en général ne bougent jamais vont pouvoir faire des petits mouvements l'un contre l'autre et ces mouvements sont douloureux. Malheureusement, j'ai pas de recette miracle qui va permettre de les soulager. Certains préconisent de mettre une ceinture, mais alors souvent on ne la met pas la nuit en plus, donc ce n'est pas ça qui la soulagera. Et l'efficacité est parfois un peu discutée. Donc pas grand-chose à faire. Malheureusement, il lui reste plus que 37 semaines, il lui reste 4 semaines à tenir, le dernier mois. 3-4 semaines. La dernière ligne droite. 3-4 semaines de patience. Voilà. Alors, Élodie n'est plus très loin du terme non plus, puisqu'elle en est au 8e mois de grossesse. Elle a de plus en plus de mal à marcher. Elle ne peut pas marcher plus de 5 minutes, car ça la tire beaucoup en bas du ventre. Est-ce que c'est normal? Exactement la même chose. Alors, on vient vraiment de répondre à Élodie, sans le savoir. Voilà, chaque fois qu'elle marche, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait bouger doucement cette articulation dont je vous parlais au niveau de la symphyse pubienne. Donc, ça tire. Les douleurs ligamentaires, le plus souvent, elles sont décrites par des mouvements, une douleur en bas, en bas du ventre et qui irradie vers l'aine, vers chaque côté, vers les cuisses. Donc c'est vraiment ce que décrit Élodie. Voilà, donc là, alors, elle peut essayer de voir, discuter avec la personne qui la suit pour savoir ce qu'elle pense des ceintures de grossesse qui parfois permettent de maintenir un petit peu et donc de soulager. Mais je vous dis, il y a des praticiens qui sont favorables, il y en a qui sont vraiment hostiles à ces ceintures en disant qu'on n'amène pas les muscles à faire leur travail de soutien et donc qui ne sont pas favorables. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'elle en parle avec la personne qui suit sa grossesse, qu'elle lui demande ce qu'elle pense de ces ceintures.
Voilà, le chat est malheureusement déjà terminé. Et voilà, ça passe toujours très vite. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. On précise que vous répondrez même aux questions qui n'ont pas pu être abordées pendant le chat. Voilà, toutes les mamans qui ont posé des questions et qui ont laissé leur adresse mail, je prendrai le temps de leur répondre personnellement. Alors ça prendra plus ou moins de temps selon le nombre de questions auxquelles j'ai à répondre, mais je répondrai à toutes les questions. Elles auront une réponse à leurs questions. À partir du moment où elles ont laissé leur adresse mail, je répondrai à toutes les questions. D'accord. On retrouvera l'intégralité de ces échanges en ligne sur le site du Club Galia sous quelques jours, mais on peut déjà y retrouver le chat que nous avons fait ensemble au mois d'août, voilà, qui peut répondre à d'autres questions qu'on n'aura pas forcément traitées aujourd'hui. Voilà. Donc merci beaucoup François. Merci, et puis merci à toutes ces mamans d'avoir s'être prêtées au jeu, d'avoir posé leurs questions. J'espère avoir répondu au maximum à leurs interrogations. Et puis après, sinon, elles peuvent toujours poser également leurs questions par l'intermédiaire du site du laboratoire Galia, sur lequel elles ont une page où elles peuvent poser des questions auxquelles je réponds aussi directement, ou par l'intermédiaire du téléphone. Elles ont une ligne 3240 Galia où elles peuvent poser leurs questions également. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Ben, merci beaucoup. Et puis rendez-vous, qui sait, peut-être à une prochaine opération. Voilà. Merci.